Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Vers une stratégie entre le Burkina Faso et le reste des pays d'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le terrorisme. Volonté affichée à l'heure où le G5 Sahel est en perte de vitesse en raison des difficultés financières rencontrées par la force militaire. Nouvelle illustration du renforcement de la coopération Sud-Sud. Le Ghana consolide son partenariat avec le groupe marocain OCP dans le secteur de l'agriculture. Des établissements scolaires qui ne répondent pas aux normes du ministère de l'Éducation nationale. Le gouvernement tchadien ferme une centaine de structures privées, décision en partie fustigée à quelques jours de la rentrée scolaire. L'Afrique de l'Ouest face à la recrudescence des attaques terroristes, la région une véritable poudrière en raison des incursions notamment de Boko Haram ou encore de groupes affiliés à Al-Qaïda. Depuis 2015, les attentats perpétrés dans un pays comme le Burkina Faso, surtout dans la partie du nord et de l'est, ont fait au moins 500 morts. Le pays, l'un des plus touchés, donc souhaite accentuer la collaboration avec les États voisins et mobiliser plus d'acteurs. Une volonté réaffirmée par le chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, président par intérim du G5 Sahel, dont les financements tardent à venir. Aïssatou Bari. Au lendemain du sommet du G7 à Biarritz le 27 août 2019, où la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel a été entre autres débattue, une nouvelle approche plus inclusive est désormais envisagée. Il s'agit de renforcer et élargir le périmètre d'action du groupe des 5 pays en incluant notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana pour la sécurité et la stabilité au Sahel. La situation sécuritaire au niveau du G5 Sahel est préoccupante parce qu'elle a entraîné un certain nombre de conséquences. Les attaques sur nos casernes, beaucoup de victimes militaires et civiles, des classes qui sont fermées par milliers dans la zone. L'opérationnalisation de la G5 Sahel, une force conjointe dont l'objectif est de lutter contre la progression de la menace terroriste dans la bande sahélo-saharienne, tarde à se concrétiser par manque de soutien financier. Sur les 415 millions d'euros promis en 2018 par la communauté internationale, un peu moins de la moitié a été déboursé et 199,5 millions d'euros n'ont toujours pas été versés selon l'ONU. Par rapport à la sécurité de nos pays, il revient à nos pays d'abord de créer les conditions, en tout cas, de pouvoir sécuriser leurs frontières. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont là à tendre la main. On a les moyens, on a les hommes, on a des troupes militaires qui peuvent efficacement faire le travail. Ici, d'aventure, on leur met les moyens à disposition. Les questions relatives au nouveau partenariat seront débattues à l'occasion du sommet de la CEDEAO qui se tiendra le 14 septembre 2019 à Ouagadougou, ainsi que lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du 17 septembre, afin d'interpeller la communauté internationale sur la crise sécuritaire de la sous-région. Dans l'actualité également, ce drame survenu en Guinée, un éboulement de terre a fait vendredi 6 morts dans une mine d'or artisanale située à Kankan, à environ 700 km à l'est de la capitale Conakry. Un site aurifère interdit d'exploitation. Les victimes, toutes des femmes. Le bilan fait également état de 2 blessés et de plusieurs personnes disparues, sans en préciser le nombre. Au Mozambique, le pape François salue l'accord de paix, un traité de paix historique signé le 6 août entre le gouvernement de Maputo et la Renamo, l'ancienne rébellion devenue principal parti d'opposition. Le pape qui a également plaidé pour la justice sociale dans ce pays, l'un des moins développés au monde. Solène Duplessis. Le pape François vient d'achever ce vendredi sa visite au Mozambique. Arrivé dans le pays ce 4 septembre, il a été accueilli par le président Philippe Nyusi. Une visite placée sous le signe de la paix. Lors d'un discours ce jeudi, le pape a appelé au renforcement de la réconciliation dans le pays, saluant la signature de l'accord de paix en août dernier entre le gouvernement et l'ex-rébellion, la Renamo, devenue le principal parti d'opposition. Au cours de ces années, vous vous êtes rendu compte à quel point la recherche d'une paix durable, une mission qui incombe à tous, nécessite un effort intense, constant et inlassable. Car la paix est comme une fleur délicate qui s'efforce de s'épanouir au milieu de la violence. La guerre civile entre les deux parties a pris fin en 1992, un conflit qui a duré 15 ans, faisant environ 1 million de morts. Pour éviter un retour aux violences, le pape a dénoncé la vengeance et prôné l'équité sociale devant près de 60 000 fidèles réunis dans un stade à la périphérie de la capitale, Maputo. La visite du pape
apparaît comme une espèce d'accompagnement et de récompense par rapport au chemin parcouru par le Mozambique. D'abord, le pape se rend dans un pays foncièrement catholique, dans un pays qui est en proie à ce qu'on peut après appeler le terrorisme. Et ensuite, par rapport à la mise en application de l'accord de paix, parce que le Mozambique est un pays qui a connu une guerre atroce entre des frères ennemis qui sont battus depuis l'indépendance de ces pays et jusqu'à l'instauration de la démocratie il n'y a pas longtemps. Autre sujet abordé, le changement climatique dont les conséquences menacent particulièrement le Mozambique. La deuxième ville du pays, Beira, a été ravagée en mars dernier par le cyclone Idai. Le pape François est arrivé à Madagascar ce vendredi. Il se rendra ensuite à l'île Maurice, dernière étape de sa visite pontificale qui s'achève le 10 septembre. L'Afrique centrale et l'Indonésie veulent renforcer leur partenariat commercial et pour ce faire, la Banque d'import-export d'Indonésie annonce une enveloppe de 50 millions de dollars en faveur de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Objectif notamment appuyer les capacités des investisseurs. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. La BDEAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, et Indonesia Exim Bank ont signé un accord cadre destiné à injecter 50 millions de dollars, soit près de 30 milliards de francs CFA. Objectif, promouvoir les échanges commerciaux entre les pays d'Asie et ceux de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Que ces gens mettent une ligne de financement pour booster cette opération, ce n'est que normal. Tous les pays qui veulent encourager la promotion des échanges entre leurs opérateurs locaux et les opérateurs extérieurs à ce pays ou à une zone économique procèdent de la sorte en mettant sur pied d'abord une structure dédiée, Banque de développement des exportations, et en même temps une dotation initiale pour ces banques-là. Dans un contexte économique marqué par un accroissement du déficit de la balance commerciale entre l'Asie et l'Afrique, ces fonds permettront en outre de renforcer les capacités des investisseurs présents en zone CEMAC. Généralement, ces États sortent ces lignes de financement pour aider leurs opérateurs locaux à vendre à l'international, tout simplement. Voilà la formule. Tous les grands projets structurants qui ont été financés par des lignes de financement venues de l'extérieur ont eu pour adjudicateurs les opérateurs, les ingénieurs, les entreprises venant de ces pays qui ont financé. Au total, Indonesia Exim Bank a mobilisé 822 millions de dollars pour le compte des pays africains lors du Forum économique Indonésie-Afrique pour les infrastructures et le dialogue qui a eu lieu fin août 2019. Créée en 2009, Indonesia Exim Bank est une institution financière du gouvernement d'Indonésie. Son objectif principal est de stimuler la croissance des exportations nationales et d'aider les exportateurs à développer leurs capacités commerciales. La zone tripartite de libre-échange africaine devrait être opérationnelle depuis début 2020. C'est ce qu'indique le marché commun de l'Afrique orientale et australe qui invite notamment d'autres pays à ratifier l'accord. La zone tripartite de libre-échange, un bloc qui entend rapprocher les zones de libre-échange du COMESA, de la communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC. Regroupant 27 pays, elle vise à faciliter l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. En marge du forum sur la révolution verte en Afrique à Accra, le gouvernement ghanéen et l'OCP, le géant marocain des phosphates, ont signé deux nouveaux accords, deux au total, portant sur le développement de l'agriculture au Ghana, où une usine d'engrais devrait être construite d'ici à 2024. Aïssatou Bari. L'État ghanéen et le groupe marocain OCP viennent de signer deux accords supplémentaires pour le développement du secteur agricole. Le premier accord concerne les activités centrées sur les agriculteurs, la cartographie des sols, l'enregistrement numérique des agriculteurs. Le second accord est un terme sheet pour le projet industriel. À terme, l'unité industrielle devrait avoir une capacité de production d'engrais d'environ 1 million de tonnes. Ce partenariat offre aux parties prenantes dans la chaîne de valeur des engrais une gamme de services à forte valeur ajoutée afin de fournir aux agriculteurs ghanéens des engrais adaptés et à des prix compétitifs, mais également toutes les ressources nécessaires à leur succès. Ces accords dénotent de la volonté du groupe à appuyer l'État ghanéen dans son programme phare Planting for Food and Jobs. OCP Africa, filiale africaine du groupe, a lancé depuis 2017 des programmes de soutien aux agriculteurs ghanéens à travers une formation adéquate et l'accès au financement. Quelques 85 000 agriculteurs ont bénéficié des programmes AgriBoosta et OCP School Lab. Ce nouvel accord entre
l'OCP et le gouvernement ghanéen rentrent dans une série d'accords que l'OCP a avec le Ghana depuis 2017. Les 1 million de tonnes qui seront produites par an seront vendues particulièrement aux producteurs ghanéens. Le coût d'accès va baisser. Cette initiative peut aider les producteurs ghanéens à exporter les produits de rente et le gouvernement ghanéen va engranger des devises. À l'horizon 2023, le nouvel accord de coopération prévoit de toucher plus de 500 000 agriculteurs avec au moins 30% de femmes. Selon les autorités du Ghana, à 2 ans de coopération avec le groupe OCP, le pays est passé d'une consommation d'engrais de 8 kg par hectare à 20 kg par hectare. Des structures peu réglementées qui continuent d'échapper au contrôle de l'État. À quelques jours de la rentrée, les autorités tchadiennes ont décidé de fermer définitivement 167 établissements scolaires privés. Pour l'État, ces structures ne sont pas aux normes, en cause les programmes, mais aussi la sécurité même des bâtiments. Vent debout, les responsables de ces établissements lancent une action auprès de la Direction nationale en charge de l'enseignement privé. Reportage Mamat Ramadan, commenté par Nathalie Mou. Au Tchad, 167 établissements d'enseignement privé ont été fermés par le gouvernement pour non-respect des normes scolaires. Une décision qui fait suite au rapport de la mission de contrôle et de recensement du ministère de l'Éducation nationale. Mais la fermeture de ces écoles, à quelques jours de la rentrée scolaire, inquiète les parents d'élèves. Déjà là, les gens ont commencé les inscriptions, mais le gouvernement nous fait savoir, comprendre qu'il y a des écoles qui sont fermées. Il faut nous le dire à temps pour qu'on sache que voilà, telle école ne répond plus aux critères de l'enseignement pour nous permettre aujourd'hui de se situer. Selon la mission de contrôle, ces écoles fermées n'ont pas respecté les critères des plans cadastraux, les dimensions des salles de classe, les contenus des programmes d'enseignement et les manuels scolaires. Une situation qui pousse de milliers d'élèves à frapper à la porte des nouveaux établissements qui sont déjà presque saturés. Je dois vous avouer que c'est depuis début juillet que nous préparons la nouvelle rentrée. On est passé par les tests de recrutement des enseignants, tests de recrutement des élèves, organisation sur le plan pédagogique de la rentrée. Bref, nous avions tout apprêté. Les établissements victimes de la décision du gouvernement ont entamé des démarches administratives auprès de la Direction nationale en charge de l'enseignement privé et espèrent avoir des dérogations pour l'année en cours. Un mot de sport avec Samuel Eto'o qui a annoncé mettre un terme à sa carrière. Annonce de sa retraite faite sur son compte Instagram dans la nuit de vendredi à samedi. Samuel Eto'o, 38 ans, l'international camerounais est considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps. Avec le Cameroun, il a été le meilleur buteur. Il a aussi remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et décroché 2 Coupes d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. À l'international, l'attaquant a notamment remporté 2 triplés consécutifs avec le Barça en 2009 et puis l'Inter en 2010. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.